Salut les amis et les amies Bienvenue dans Post-Scrotum, l'émission où on parle d'histoire avec un gros H. Tout le monde connaît l'histoire du Loir, ce petit mammifère de la famille des Gliridés. Mais connaissez-vous l'histoire de la Loire? Ce fleuve majestueux prend sa source aux confins des Pyrénées italiennes et traverse la France avant de se jeter dans la Manche à côté de Nantes. Creusée à l'époque de la Rome antique entre 541 et 247 avant Jésus-Christ, la Loire s'impose au Moyen-Âge comme la principale route commerciale ralliant le sud et le nord du royaume de France. La Loire se borde ainsi de cités hétéroclites qui naissent et prospèrent pendant toute la durée du Moyen-Âge. Orléans et son célèbre alcool fort de lapin fermenté, le Lapignol. Saumur, qui à la Renaissance sera renommé Saumur pour ne pas heurter la sensibilité de ses habitants. C'est également le cas du village de Bouquet, autrefois appelé Boucaquet. Saint-Gorel-le-Tronc, qui fut le nid d'amour de Tristan et Iseult, un sanglier nommé Désir, doué de sentiments humains. Ou encore Humler, berceau du knakinard, une délicieuse tarte knacky épinard. Comme son nom l'indique, la Loire fut le théâtre de nombreux événements qui façonnèrent l'histoire du royaume de France et même parfois du monde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans un nouvel épisode de Post-Scrotum. Il existe, au moins depuis le Jurassique, une rivalité entre les riverains de l'amont et les riverains de l'aval de la Loire. De récentes fouilles archéologiques ont démontré avec certitude que 175 millions d'années avant la naissance de Jésus-Christ, une armée de tricératops affamés, occupant jusqu'alors la rive gauche du fleuve, avait déferlé par les eaux sur la rive droite, alors majoritairement occupée par quelques diplodocus. La raison du conflit? Racial. Le 18 octobre 922, une nouvelle rixe éclate sur la Loire. Elle oppose cette fois-ci le comte de Graillouge, Clotaire de Micelle, demi-frère et fils d'Arnulf le Salé, descendant direct de Charlemagne par l'intermédiaire d'Uther Flanc-Rouge, amoureux éperdu de la gastronomie française et inventeur du râteau à feuilles, et le duc de la Chapelle Frédéric II le Vulgaire, dont on apprendra plus tard qu'il était atteint du syndrome Gilles de la Tourette, père de Philippe le Fluet, premier caucasien ceinture jaune de judo, lui-même oncle d'Arnulf le Salé. En effet, ce dernier aurait insulté Clotaire de Micelle, alors en léger surpoids, de cornichon, tandis que celui-ci paradait sur son canasson à l'occasion de la fête du Boudin, organisée cette année sur le pont de la Chapelle-Graillouze. C'en est trop pour Clotaire de Micelle qui déclare donc la guerre à Frédéric II le Vulgaire. Le 30 février 924, les troupes d'archers de Graillouze font face aux fantassins skieurs de la Chapelle. Clotaire de Micelle, constatant l'inefficacité des flèches sur les spatules bien fartées des troupes de Frédéric II le Vulgaire, se tourne alors vers son cousin par alliance Jacques le Marteau, connu comme étant un grand malade, un gros thug comme on dirait aujourd'hui, et cousin de Philippe le Fluet par l'intermédiaire de sa belle-sœur Clotilde de Rais. Le 14 août 924 de la même année, le régiment de cavalerie de Jacques le Marteau rallie Graillouze. Clotaire de Micelle ordonne à ses troupes de s'écarter afin que l'assaut puisse être donné. Monté sur son fidèle destrier Fantasio 2000, Jacques le Marteau mène la charge sur le pont de la Chapelle-Graillouze et décapite Frédéric II le Vulgaire d'un vif coup d'épée. Dans un dernier souffle de vie, Frédéric II aurait déclaré « Je n'ai jamais voulu cette guerre, espèce de cornichon ». C'en était trop pour Clotaire de Micelle, qui déclara une nouvelle fois la guerre à Frédéric II le Vulgaire, qui fut pour l'occasion recapité puis redécapité par Jacques le Marteau. La bête du Gévaudan, la quête du Graal, Blanche-Neige et les 7 nains, les Guardian Forces. On conserve du Moyen-Âge de nombreuses légendes, mais il en est une, assez mal connue, qui n'a pourtant rien à envier aux plus grandes épopées de l'histoire. Il était une fois Flamberge et Molasson, deux jumeaux siamois pigopages, c'est-à-dire accrochés par le cul, bâtards du comte de Flandre, Arnould le Frépi. Attendri par leur visage angélique, le comte décida de ne pas les assassiner comme il en était coutume, mais de les envoyer à Paris en apprentissage militaire auprès de son ami Norbert de la Moutte, nommé plus grand chevalier du royaume de France 714. Il espérait ainsi voir revenir chez lui un super soldat à 2 têtes, inspirant à la fois la crainte et le dégoût. Il n'en fut point car Norbert de la Moutte, frappé d'une interminable dysenterie, était coincé sur le trône.
Attention, je ne parle pas du trône de France, mais bien de la Loire, qui était à l'époque la plus grande cacetière publique d'Europe. Cacetière, c'est un mot disparu dans la langue française qui signifiait toilette ou encore chiotte, ou encore peut-être même water pour certains, qui auraient un langage particulier. Après un interminable voyage, Flamberger-Molasson, alors adolescent, arrivent à Paris. Épuisés et sans le sou, ils recherchent en vain Norbert de la Moutte, mais sont informés par un seigneur local de son affreuse affliction et de son départ pour les cabinets. Dépités par cette nouvelle et ne pouvant rejoindre la Loire par leurs propres moyens, les jumeaux s'installent sur l'île de la Cité et survivent en se donnant en spectacle. Grimés, humiliés, insultés, violés, déguisés en filles et appelés les frères Chiparlapine, Flamberger et Molasson ont su mieux que personne utiliser leurs différences comme une force. Cette vie de bohème, bien qu'épanouissante, éloigne progressivement les jumeaux de leur destin royal. Ils décident donc de revenir à leur quête initiale. Ils se rapprochent alors d'Odilon Poutrelle, nommé inventeur de l'année 689, dans l'optique d'essayer son nouveau moyen de transport révolutionnaire, cousin du trébuchet et ancêtre du TGV, la boubachelle. Les premières et dernières personnes ayant fait les frais de cette machine démoniaque furent Flamberge et Molasson, qui, après un vol plané d'une centaine de kilomètres, atterrirent directement dans la Loire, où ils moururent noyés par la diarrhée purulente de Norbert de la Moutte. En 1214, Yoshikaka Yakamoto, le ministre des Affaires suprêmes japonais, décide d'envahir le duché de Normandie pour en faire une grande rizière. Après des années de voyage sur plus de 15 000 km, il se retrouve malheureusement nez à nez avec la Loire. Les Japonais ne sachant pas nager, il est obligé de faire demi-tour avec son armée. Et toc, 1 point pour la France. Cocorico, Japon 0, France 1. On est les meilleurs. Allons enfants de la patrie, champions du monde, Benjamin Pavard. Au Moyen-Âge, les femmes étaient considérées au mieux comme des singes de compagnie, au pire comme des urinoirs. Mais il en est une qui, par sa malice et sa détermination, sut leur offrir quelques libertés fondamentales. Pionnière du féminisme, la duchesse au porte-manteau Cléo de l'Estromou, femme du duc de Forez Mandarine Moisy II, avait plus d'un tour dans sa chatte. Mais pas que! Elle avait aussi des tours dans ses ins et dans son trou de balle et était douée d'une intelligence rare pour l'époque, et son mari d'une bêtise commune, ce qui lui permettait d'influer largement sur les décisions du duché. Saviez-vous par exemple que dans tout le duché du Forez, les femmes n'avaient pas le droit de dire de gros mots sous peine d'être contraintes à ne manger que du savon pendant 3 semaines, ce qui résultait majoritairement par leur mort d'atroces souffrances? Grâce à Cléo, la sentence fut réduite à 1 semaine et n'engendrait plus qu'une grosse chiasse bien bulleuse. Évidemment, Cléo fit beaucoup d'autres choses pour les femmes. Elle leur redonna le droit de sauter dans les flaques, de porter des chaussures pointues et de sourire aux animaux. Elle leur permit de montrer du doigt, de manger solide et de rire aux éclats. Elle interdit aux hommes de péter sous les draps en forçant les femmes à renifler, même si cette loi, bien trop contraignante pour les hommes, fut abolie après 2 mois. Mais alors, j'imagine que dans votre salon ou dans le métro, vous vous questionnez d'où Cléo tenait-elle son surnom de duchesse au porte-manteau? Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, et aussi étonnant que cela puisse paraître, le plaisir féminin n'avait pas encore été découvert. Le clergé ayant décrété l'érection démoniaque, les parties de jambes en l'air étaient molles et rapides, avec toujours un peu de pipi sur la fin. Cléo, pourtant, avait une intuition. Un jour qu'elle flânait dans une échoppe de la ville, son regard fut attiré par un gode. Le gode était à l'époque une pièce en bois cylindrique, légèrement incurvée et arrondie sur son bout, surplombant de grosses couilles décoratives. Fixé au mur à l'entrée des échoppes, le gode servait à accueillir les manteaux et les vêtements d'extérieur portés par les bons hommes et les bonnes dames. Un ancêtre du porte-manteau en somme, dont Cléo comprit qu'il pourrait avoir une toute autre utilité. Je me demande bien ce que Cléo va pouvoir faire avec ce gode. À votre avis, est-ce qu'elle va? Réponse 1. Se l'enfoncer dans l'oreille, ce qui déplut énormément à l'église. Réponse 2. S'en servir comme d'un nouvel accessoire de mode, ce qui déplut énormément à l'église. Ou réponse 3. Découvrir enfin l'existence du plaisir sexuel féminin. Eh bien, figurez-vous contre toute attente que c'est la réponse 3, ce qui déplut énormément à l'église. La duchesse fut ainsi condamnée à manger du savon pendant 1 semaine.
Et les porte-manteaux furent décrétés démoniaques, au même titre que l'érection, et jetés dans la Loire sur ordre du roi. Charriés par le courant, les Goths s'amassèrent entre Chambles et Saint-Rambert, où ils servirent de base aux fondations de l'actuel barrage de Grandjean. Saviez-vous qu'au XIIIe siècle, l'humanité tout entière avait bien failli disparaître? En Asie, la guerre fait rage entre les Mongoliens et l'Empire Pétomane, pour savoir qui aura la plus grosse. La plus grosse bite? Aux États-Unis, les Indiens construisent un grand mur pour protéger leurs frontières de l'invasion maya. En Afrique, des humains sont réduits en esclavage par des peuplades humanoïdes locales et inventent le jazz. Le royaume de France, loin d'être à l'abri de cette chienlit globale, subit de plein fouet sa première grosse épidémie de sida. Dieu, censé protéger les Français du malheur depuis les accords de Nazareth signés le 1er janvier de notre ère, n'est pas d'une grande utilité. Dans sa missive datée du 17 avril 1214, le roi Pépon IV, dit Pépon le Fort, interpelle le pape Pie III XIV en ces termes. « Si Dieu ne nous sauve pas dans l'année, je descendrai à Rome en personne pour vous pester au visage. » Connu pour son amour des enfants en bas âge, et notamment des jeunes garçons avec qui il aimait communier sa foi en jouant à touche-touche, Pie III XIV entreprit de réunir le Grand Conseil, composé d'une quinzaine de pédophiles multirécidivistes, pour décider si oui ou non Dieu devait intervenir pour sauver l'humanité. Le 26 juin 1214, la décision fut prise par le Grand Conseil d'envoyer Dieu pour sauver l'humanité, en commençant par la France. Le plan était clair comme de l'eau de roche. Dieu devait traverser les Pyrénées italiennes et descendre le cours de la Loire en aquaplaning jusqu'à Orléans, où il devait rencontrer le roi en vue de la ratification d'un nouveau traité de protection. Cependant, il fut aperçu par des pêcheurs à la hauteur de Saut-d'Aumur qui le prirent pour une galinette cendrée et le capturèrent pour en faire des brochettes. Depuis cet événement, Dieu n'existe plus. Et entre nous, on ne s'en porte pas plus mal. C'est déjà la fin de cet épisode de Post-Scrotum, j'espère que vous l'aurez apprécié à sa juste valeur. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Pour ce qui est des requins dans la Loire, la question reste ouverte puisque ces événements démontrent avec finalement assez peu de certitude qu'il n'y a effectivement jamais eu de requins dans la Loire. Mais bon, de toute façon, l'histoire, ça sert à rien et on s'en branle.